Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan des lectures du mois de mars. Franchement ça a été un mois de mars très riche en lectures, étonnamment. Je pensais pas avoir beaucoup de temps pour lire mais finalement j'ai tellement écouté de livres audio que voilà, ça m'a permis de lire beaucoup de livres. Soit il y en a certains que j'ai lu entièrement en livre audio, d'autres j'ai alterné les formats. J'ai pris mon journal de lecture avec moi pour ne rien louper parce que je me connais et je suis bien du genre à oublier certains livres lorsque je ne les ai pas dans ma pile de livres papier à côté de moi. Mais du coup tout est écrit là donc je ne raterai rien. Concernant mon journal de lecture, comment dire, je vous ai fait une vidéo dessus pour le mois de février où je vous présentais mon mois de janvier et ma mise en page du mois de février et puis après plus rien. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment un sujet dont j'aimerais beaucoup plus parler ici sur la chaîne mais également sur Instagram. J'adore mon carnet de lecture, j'adore y retourner tous les jours, mettre les choses au clair dessus, décorer certaines pages en fonction des univers des livres que j'ai pu lire. Mais le problème c'est qu'en ce moment j'ai relativement peu de temps pour m'y consacrer parce que mine de rien ça prend du temps, surtout lorsqu'on ne le fait pas au fur et à mesure. Et du coup, en fin de compte, je n'ai pas eu le temps d'écrire tous mes avis du mois de février, je n'ai rien du tout écrit pour le mois de mars, si ce n'est mes pages de garde du mois avec mon suivi de lecture, mon suivi d'achat, mon suivi aussi de nombre de pages que j'ai lues chaque jour. Et là, on est le 1er avril et je n'ai absolument rien fait pour le mois d'avril pour le moment. J'ai pris beaucoup de retard dessus, je me suis peut-être fixé un petit peu trop d'objectifs par rapport à ce que je peux faire dans des périodes où je suis très occupée comme c'était le cas ce mois-ci. Parce que si vous ne le savez pas, du coup, j'étais en stage pendant la moitié du mois et le reste du temps, j'ai consacré énormément de temps à mes dernières révisions pour le concours de professeur des écoles. Tout simplement parce qu'en fait, ça va être dans quelques jours, là au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas si vous la verrez avant ou après que j'aurai passé les épreuves écrites du concours, mais quoi qu'il en soit, j'espère y arriver, je croise fort les doigts, je suis méga stressée et justement je me suis dit que là en fait j'avais suffisamment révisé et qu'à un moment donné il était temps de me détendre aussi parce que ça ne sert à rien en fait, entre peut-être apprendre une ou deux connaissances ou au pire même mélanger tout ce que je sais déjà et me détendre un petit peu avant d'aller au concours. Je pense que me détendre c'est quand même un petit peu mieux et ça me permettra peut-être de passer les épreuves dans de meilleures conditions. Bref, ceci étant dit, on va commencer tout de suite la vidéo du jour et aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude où habituellement je vous présente mes lectures par genre littéraire. Mais cette fois-ci j'avais envie de changer et j'ai décidé de vous présenter tout ça dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus tout simplement. Ma première lecture du mois de mars était Aurora Squad, donc le deuxième tome de la trilogie de Amy Kaufman et Jay Christophe que j'ai lu en lecture commune avec Ali, donc de la chaîne Ali des livres et Kimi de la chaîne Kimi Collection. C'était vraiment une chouette lecture commune mais malheureusement j'ai pas pu lire le livre dans les temps qu'on s'était donné ou en tout cas au même rythme que les filles parce que clairement j'avançais pas assez vite, j'avais pas assez de temps à consacrer à ma lecture. Alors Aurora Squad c'est une histoire de science-fiction young adulte dans laquelle on suit un escadron, donc l'escadron 312 qui vient donc de la Légion Aurora et qui est composé de plusieurs personnes qui se connaissent à peine au départ et qui apprennent à se connaître au fur et à mesure et qui vont se retrouver à devoir faire face à de nombreuses choses et franchement oui, il y en a des soucis dans cette histoire, franchement il s'en passe des trucs constamment et encore plus dans le tome 2. Clairement c'est le genre de livre où les personnages ne se posent même pas 2 secondes. À peine ils ont résolu quelque chose, qu'ils ont un problème encore pire qui leur tombe sur le nez. C'est assez étouffant dans le sens où voilà, c'est constamment en pleine action mais en même temps c'est hyper divertissant et c'est très captivant aussi parce qu'on a toujours envie d'en savoir un peu plus et franchement j'ai adoré ce deuxième tome, c'était une excellente lecture et la fin, mon dieu la fin soulève énormément de questions et nous amène voilà à ne pas savoir vraiment ce qui va se passer dans le tome 3 et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3. Je crois que c'est en septembre qu'il sortira mais voilà, de pouvoir le lire, le découvrir et connaître enfin le fin mot de cette histoire qui est vraiment super chouette. Alors le tome 3 est déjà publié en anglais mais je parle de sa sortie française puisque comme j'ai commencé cette saga en français autant la continuer dans cette langue là, surtout que potentiellement j'en ferai encore une lecture commune avec Ali avec qui j'avais lu le premier tome et peut-être aussi avec Kimi pour ce 3e tome. Après ça j'ai lu Tempête du Sud, le 1er tome de la série Compass de Brittany Sitcheri qui est donc sa nouvelle série traduite chez Hugo New Roman et franchement c'était une new romance vraiment super chouette dans laquelle les personnages sont très attachants, très profonds. Ouais, j'ai adoré cette histoire. Ici on y suit Kennedy
qui vient tout juste de se séparer de son mari parce qu'en fait ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle vit très mal le décès de sa fille, enfin de leur fille, et elle a beaucoup de mal à s'en remettre, elle est en pleine dépression, sauf que son mari ne comprend absolument pas ça et ne l'épaule pas du tout, et du coup ça finit par arriver à la fin de leur mariage. Et en fait Kennedy va trouver du réconfort chez sa sœur qui va l'épauler jusqu'au jour où sa sœur va lui dire non mais là maintenant Kennedy, il est temps que tu prennes ton envol, que tu redeviennes indépendante. Sa sœur va lui permettre d'habiter dans une maison qu'ils ont achetée, rénovée et qui sont prêts à mettre en location dans une toute petite ville. Donc Kennedy va se rendre dans cette maison là et commencer à vivre sa petite vie tranquille et à essayer de retrouver sa passion pour l'écriture et à redevenir l'autrice qu'elle est, puisqu'elle vit de ses écrits. Sauf que bah voilà, elle va tomber sur Jax qui ne la laisse pas vraiment indifférente et surtout qui a l'air d'être une grosse brute épaisse. Mais en fait, il s'avère que Jackson est en fait surtout en proie à beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés, puisqu'il vit le deuil donc de sa mère, mais en même temps son père est dans un institut à 2 doigts de la mort et le déteste complètement. Donc voilà, il est en pleine dualité avec lui-même, c'est très compliqué pour lui. Et ces deux personnages vont se rapprocher l'un de l'autre et essayer de se reconstruire mutuellement l'un dans l'autre. Et j'ai trouvé cette histoire hyper touchante. Vraiment, ces personnages sont très attachants. J'ai adoré ma lecture. Ça aurait pu être un coup de cœur au début. D'ailleurs, après ma lecture, je l'ai considéré comme un coup de cœur. Mais là, maintenant, avec le temps et avec le recul, je pense pas finalement que c'est un coup de cœur, mais ça reste quand même une excellente lecture. Enfin, clairement, c'est un livre que je note à 4,5 au moins. Mais voilà, il a pas ce petit truc qui fait que j'y repense encore sans cesse avec le recul. Mais c'était quand même une sacrée pépite que je vous recommande vivement si vous aimez le genre New Adult. Ensuite, j'ai lu Galante de V.E. Schwab, donc son tout dernier roman qui est sorti en français quasiment en même temps que la version en anglais. Et franchement, c'était une superbe lecture. J'ai adoré cette histoire qui est à cheval finalement entre le jeunesse et le young adulte selon moi. Franchement, c'était trop chouette. Ici, on y suit Olivia Prior qui est orpheline, qui n'a qu'un carnet de souvenirs de sa mère et qui en plus de ça est muette et du coup communique que par langue des signes. Mais le problème, c'est que dans l'orphelinat dans lequel elle est, personne ne communique en langue des signes et du coup elle est complètement rejetée, complètement reniée des autres. Elle vit clairement une vie misérable. Le seul truc qu'elle a qui lui permet de se rapprocher à une forme d'amour, c'est ce carnet de sa mère qui en même temps est rempli de choses un petit peu folles et en particulier de cette dernière phrase du carnet qui lui dit qu'elle sera en sécurité du moment qu'elle ne s'approche pas de Galante. Sauf qu'un jour, Olivia, qui cherche désespérément une famille d'accueil, qui cherche désespérément de fuir cet orphelinat, reçoit une lettre de son oncle qui lui propose de venir le rejoindre à Galante. Il lui explique dans cette lettre qu'il la recherche depuis très longtemps et qu'il a enfin trouvé où elle était et lui propose de venir le rejoindre à Galante. Sauf que justement Galante c'est pile le truc qu'elle doit fuir. Du coup Olivia est en proie à beaucoup de doutes mais finalement va vite accepter puisque c'est sa seule opportunité de retrouver une famille et elle va se rendre compte qu'à Galante tout n'est pas vraiment normal, mais Olivia est un petit peu particulière puisque elle a cette faculté de voir des ghouls, donc qui sont des genres de fantômes, et forcément à Galante elle en voit beaucoup, ils sont très particuliers et surtout elle ne doit pas s'approcher d'un fameux mur au fond du jardin. Je vous laisse découvrir bien évidemment tout seul la suite de l'histoire d'Olivia, mais franchement foncez les yeux fermés si vous aimez ce genre de livre, si vous aimez la plume de V.E. Schwab qui est très immersif. Vraiment, on n'est pas dans un roman d'action, on est vraiment dans quelque chose de contemplatif où elle nous plonge dans son univers. C'est assez lent mais c'est hyper beau. J'ai adoré cette histoire. En plus de ça, il y a tout un travail qui est fait sur la mise en page où on va avoir parfois certains passages du texte qui sont complètement raturés. On va avoir également des différentes illustrations à plusieurs moments. Ce sont un certain lot d'illustrations issues du carnet de la mère d'Olivia qui vont revenir plusieurs fois dans le roman et on va comprendre au fur et à mesure leur sens et pourquoi elles sont là. Vraiment, c'est juste génial et je vous le recommande vivement. Après ça, j'ai écouté Off Campus de Elle Kennedy en livre audio. C'est un livre que j'appréhendais grandement de lire. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une de mes dernières vidéos où je vous expliquais que voilà, c'était une histoire que j'appréhendais de lire parce que je sais que c'est une romance qui date un petit peu et qui potentiellement pourrait ne pas me plaire et ne pas me convenir à l'heure actuelle. Sauf que j'ai le premier tome de la saga Briard qui est le spin-off de Off Campus dans ma palle et du coup je me dis que ce serait quand même mieux de lire toute la saga Off Campus avant de plonger
plonger dans Briare pour mieux comprendre l'histoire, les personnages, etc. J'ai donc écouté le premier tome de Off Campus en livre audio sur Audible, ce qui m'a permis de l'écouter en français. Et Off Campus, en fait, c'était vraiment super chouette, mais en même temps, c'était pas si génial que ça. Dans Off Campus, on suit Anna, une étudiante très brillante qui a d'excellentes notes malgré le fait qu'elle travaille en plus à côté de ses études. Et d'un autre côté, on suit Garrett qui, lui, est capitaine de l'équipe de hockey, mais qui est un petit peu sur la sellette parce que justement, lui n'a pas de si bonnes notes que ça et risque de se retrouver suspendu de match s'il ne réussit pas à augmenter ses notes d'ici la fin de l'année. Et du coup, Garrett va essayer de se rapprocher de Anna pour lui demander tout simplement de devenir sa prof particulière et lui donner des cours pour essayer, voilà, d'avoir de meilleures notes et de progresser. Sauf que Anna n'est pas du tout intéressée par Garrett et par aucun autre garçon, si ce n'est le quarterback de l'équipe de football qui, lui, l'intéresse énormément. Et là, quand Garrett apprend ça, il va proposer un deal à Anna et lui proposer donc de sortir ensemble, mais faussement, enfin d'avoir un faux rencard pour essayer de la rendre désirable aux yeux de ce fameux quarterback, j'ai oublié le nom, tout simplement parce que selon lui, en fait, une femme est beaucoup plus désirable à partir du moment où elle n'est pas accessible. Et donc ils vont commencer à avoir des faux rencarts, en échange de quoi Anna va proposer ses cours à Garrett pour l'aider à progresser. Mais bref, voilà, il se pourrait que à force de faire semblant de sortir ensemble, Anna et Garrett finissent par se rapprocher l'un et l'autre. Alors moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément dérangée dans cette histoire. Je sais très bien que c'est grandement lié au fait que ce soit une romance new adulte qui date grandement, mais voilà, j'ai trouvé que les hommes étaient assez machos, que tout était hyper caricaturé, que voilà, on avait cette jeune femme faible, assez fragile et qui en même temps a de gros soucis puisque bon, elle a connu un viol et elle a beaucoup de mal à s'en remettre et à refaire confiance aux autres, ce que je peux comprendre, mais qui selon moi était assez maltraitée. Et d'un autre côté, tous les hommes de l'histoire sont méga machos, ils pensent qu'au sexe, que à faire la fête tout le temps. Voilà, il y avait des choses qui me dérangeaient. J'ai trouvé que l'équilibre entre l'histoire en elle-même, le fond de l'histoire, l'évolution de la relation entre les personnages et tout ça, et les scènes explicites était assez mal fait, assez mal dosé, mais après c'est un avis qui est propre à moi. Je n'aime pas quand il y a trop de scènes explicites dans une romance. Ça me dérange pas d'en avoir quelques-unes, mais j'ai besoin qu'il y ait un bon ratio entre les deux et que ce soit juste la juste dose, c'est-à-dire 1 ou 2 scènes grand maximum dans tout le roman. Ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'en avoir à tous les chapitres. Et j'avais l'impression qu'il y avait une grosse caricature aussi des sportifs universitaires qui ne pensaient pas forcément tant que ça au sport et qui ne consacraient rien du tout de leur temps à leurs études, mais seulement du temps à aller en soirée et à pécho des meufs. Voilà, j'avais clairement l'impression de lire que ça. Et en même temps, d'un autre côté, ça se lisait tout seul, en tout cas ça s'écoutait tout seul. Puis, je sais pas, il y avait un truc. Anna et Garrett étaient assez attachants aussi. Donc voilà, je suis très mitigée face à ce premier tome. Je ne sais pas encore où j'en serai dans cette saga dans quelques mois, si je choisirai de continuer ou pas, parce que potentiellement que je risque juste de revendre mon premier tome de Briare Université et de ne pas me lancer dans la suite. Je n'en sais rien du tout à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça m'a grandement dégoûtée et je pense que de lire une romance qui date autant, parce que je pense qu'elle doit avoir une dizaine d'années, quelque chose comme ça, par rapport aux romances actuelles que justement j'ai lues, il y avait un côté où j'essayais de comparer alors que c'était pas comparable, et entre temps le genre a tellement évolué que voilà, ça se comparait pas vraiment. Malheureusement, j'ai pas réussi à me dire que voilà, ça ne devait pas se comparer. Après ça, j'ai lu Bakary Champollion, Chasseur de trésors, qui est un livre jeunesse que j'ai adoré. Je l'ai acheté, je l'ai lu et je l'ai offert à la classe dans laquelle j'étais en stage. Du coup, voilà pourquoi je ne l'ai pas à vous présenter aujourd'hui. Mais c'était vraiment une superbe lecture et je vous invite vivement à vous retourner dessus si jamais vous souhaitez le lire ou tout simplement si vous passez en librairie, rien que pour aller regarder les illustrations qu'il y a dedans parce qu'il y a quand même un sacré travail fait dessus. C'est juste magnifique et je suis vraiment contente d'avoir pu l'offrir aux élèves de ma classe, enfin de la classe dans laquelle j'étais en stage, et j'espère vraiment que ça leur plaira. Alors normalement leur maîtresse va leur lire quelques chapitres en lecture offerte et puis ils pourront ensuite l'emprunter les uns après les autres s'ils le souhaitent pour continuer à découvrir cette histoire. Et j'espère vraiment que ça leur plaira parce que moi ça m'a complètement emporté. Dans cette histoire on y suit Bakary, un garçon qui est passionné d'archéologie et de chasse au trésor, qui un jour va apprendre le décès de son idole Gustavo Ricciotti. Mais il s'avère que Gustavo a organisé une toute dernière chasse au trésor pour ses admirateurs qui aura lieu dans son grand manoir. L'objectif est donc de trouver son fameux trésor. Ainsi 5 équipes vont se confronter pour trouver ce fameux trésor et Bakary et ses amis vont avoir la chance de pouvoir participer à cette fameuse enquête aux côtés d'illustres archéologues et scientifiques en tout genre, spécialistes de la chasse au trésor. Et j'ai
adoré cette histoire, franchement c'était trop chouette, c'est hyper captivant, il se passe beaucoup de choses, on a vraiment envie d'en savoir toujours plus et de découvrir vraiment jusqu'où Bakary et ses amis vont réussir à aller pour trouver ce fameux trésor et surtout s'ils vont y arriver avant les scientifiques en question. J'ai bien aimé l'amplitude des personnages qu'il y avait et leurs différences de caractère et surtout le fait que voilà qu'ils étaient un peu tous en nuances, ce qui est vraiment super chouette. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, ce sont les valeurs partagées comme l'importance de rester humble, de profiter de tous les moments de la vie, des personnes qui nous entourent au-delà des préjugés, etc. Franchement c'était hyper bien amené et j'ai passé un excellent moment. En plus de ça, encore une fois, je vous souligne le travail graphique qui est fait sur ce roman. Je vous mets une petite photo que j'ai postée sur mon compte Instagram qui permet de voir un petit peu ces images parce que je peux pas vous les montrer vraiment puisque je n'ai plus le livre en main. Mais vraiment, si vous aimez les livres jeunesse ou si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur faire un cadeau ou des neveux, des nièces ou autre, ça pourrait vraiment leur plaire. Après ça, j'ai lu Disgrace de Brittany Seccheri qui est sorti en format poche au mois de mars et franchement c'était super chouette, mais c'est jusqu'ici le Brittany Seccheri que j'ai le moins aimé, tout simplement parce que il y a des choses qui m'ont dérangé, je vous explique ça tout de suite. Dans cette histoire, on suit Grace qui vit une relation très particulière avec son mari puisque il a décidé de la tromper à plusieurs reprises et du coup, du jour au lendemain, il lui dit que voilà, il est temps qu'elle s'en aille et elle se retrouve un peu à la porte. Sauf que Grace avait prévu de se rendre à ce moment-là dans sa petite ville du sud natale où son père est pasteur, sa mère est juste femme de pasteur et où voilà, tout le monde est parfait et en particulier où elle doit aussi paraître parfaite. Mais Grace est complètement détruite au moment où elle se retrouve là-bas et elle fond en larmes. Clairement, elle fait des crises de panique tout simplement parce qu'elle a beaucoup de mal à supporter ce qui lui arrive et surtout à faire face en fait à ça et à garder cette façade où tout est parfait dans sa vie. Et Jackson, qui est clairement la bête noire de cette ville parce que c'est un ex-drogué, c'est le fils de l'alcoolo du coin, va vraiment réussir à comprendre ce que Grace vit et à essayer de l'épauler tant bien que mal, de lui apporter un peu de soutien. Sauf que ça va pas se faire tout de suite tout seul comme ça parce que Jackson est très renfermé en lui-même et va avoir beaucoup de mal à s'ouvrir vers Grace. Pourtant, ils vont réussir encore une fois à trouver du réconfort l'un dans l'autre, à s'épauler et à se reconstruire l'un et l'autre. Et franchement, j'ai adoré cette histoire pour ces points-là. C'est typique de ce que Brittany Seccheri propose et si vous avez bien écouté le résumé que je vous ai fait de Compass juste avant, franchement ça en est très proche même si l'histoire est traitée de manière un petit peu différente, ce qui fait que voilà, elles se différencient l'une de l'autre, on n'a pas juste une pâle copie de l'autre roman, mais voilà, on reste vraiment dans ce thème de Brittany Seccheri, mais là il y a quelque chose qui m'a grandement dérangée, c'est cette oppression, ce caricaturisme des personnes du sud des États-Unis. Franchement, la mère de Grace était insupportable, j'avais juste envie de lui donner des claques, pourtant je ne suis pas violente, mais là c'était vraiment juste pas possible. Elle l'a rabaissé sans cesse, à lui dire que si son mariage n'avait pas tenu la route c'était à cause d'elle, bah non en fait c'est pas à cause d'elle, si son mari l'a trompée, voilà, mais pourtant elle faisait que lui répéter ce genre de choses et c'était horrible. C'est vraiment une ville dans laquelle les préjugés et les apparences ont beaucoup d'importance et ça m'a vraiment dérangée dans ce roman. Néanmoins, c'était excellent, j'ai adoré le travail sur les personnages, leur évolution et surtout cette conclusion qui est vraiment très belle et que je vous laisse découvrir par vous-même. Encore une fois, Brittany Seccheri m'a embarquée et m'a fait vivre des émotions folles. Je vous invite vivement à découvrir ces romans si ce n'est pas déjà fait parce que ce qu'elle propose est vraiment dingue en termes de romance new adulte. Ma lecture suivante n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller que j'ai principalement écouté en livre audio, je l'avoue, puisque au moment où j'ai voulu me mettre à le lire, finalement le livre audio était sorti en français sur Audible, donc je me suis pris le livre audio et puis je l'ai beaucoup écouté en livre audio. Franchement, il y avait des bons points, il y avait des trucs chouettes, mais c'était pas ce que j'attendais. Dans cette histoire, on va suivre Alessandra, une fille cadette qui, dans cette histoire, n'a pas du tout son mot à dire dans le sens où, du moment que sa sœur n'est pas mariée, elle n'aura pas le droit de courtiser ou d'être courtisée par des hommes pour pouvoir les épouser. Sauf qu'une fois que sa sœur est promise à un homme, Alessandra va tout faire pour essayer de séduire elle aussi quelqu'un, mais elle a des vues bien particulières sur le roi des ombres, donc le roi de ce royaume, qui lui a un pouvoir vraiment original. Il est constitué d'ombres,
il peut se rendre solide mais comme être complètement sous forme d'ombre et traverser les murs, qui est vraiment très intéressant. Alessandra va donc tout faire pour essayer de séduire ce fameux roi des ombres, pour l'épouser, le tuer et surtout récupérer son royaume après. Et voilà comment commence cette histoire. Franchement, j'en ai été très déçue dans le sens où j'ai eu le sentiment que beaucoup de choses étaient bâclées. En particulier ce développement de cet univers, de la fantaisie qu'il y a dedans, puisque clairement le pouvoir de Callias, le roi des ombres, est hyper intéressant, mais ce que je vous en ai dit, c'est pratiquement tout ce qu'on en apprend sur tout le roman. On n'en sait pas beaucoup plus et c'est super dommage parce qu'il y avait grande matière à développer ça. Et en même temps, Alessandra est complètement insupportable. Alors je peux comprendre que voilà, elle a envie d'être une femme forte, indépendante dans un monde où ce n'est pas vraiment possible. Je peux comprendre que elle ait envie voilà, de se donner les moyens de réussir et qu'elle ait de fortes ambitions, mais le problème c'est que ce n'est pas suffisamment bien amené et bien expliqué et finalement ses ambitions ressemblent plus à un caprice qu'autre chose et du coup ça m'a vraiment dérangée. Et moi ce qui m'a vraiment dérangée aussi dans cette histoire, c'est qu'on nous vend une romance enemies to lovers, mais ce n'est pas le cas. Parce que oui, Alessandra elle veut tuer Callias, mais Callias lui c'est pas vraiment le cas, donc en fait c'est un enemies to lovers seulement dans un sens et pas dans le sens de Callias. Du coup ça m'a vraiment dérangée, mais en soi on s'en fiche un peu puisque c'est juste par rapport à la catégorisation du livre et ce qu'on j'ai pu entendre et ce qu'on m'a vendu et ce que les attentes que j'avais par rapport à ce livre, mais en réalité c'était pas vraiment un point négatif par rapport à l'histoire. Néanmoins j'ai trouvé comme qu'il y avait comme des points positifs, hein. J'ai particulièrement aimé la place de la femme dans cette histoire dans le sens où oui, bien évidemment, elles sont très soumises par rapport aux hommes, elles ont très peu de liberté, mais en soi c'est critiqué et finalement j'ai bien aimé le fait qu'on nous montre voilà, qu'il y avait des ambitions, qu'on voulait faire en sorte que les femmes soient plus autonomes, plus indépendantes et tout ça. Franchement, c'était vraiment chouette et au-delà de ça, j'ai énormément aimé les tenues, qui est quelque chose qui revient très souvent dans cette histoire parce que Alessandra coud elle-même ses robes, enfin ses tenues. De manière générale, elles sont assez particulières et vraiment osées pour une femme de cette époque, de ce monde, etc. Et j'ai bien aimé la place qu'elles avaient, la manière dont c'était amené, la manière dont c'était décrit. Mais bon, voilà, c'est pas une histoire qui se passe vraiment dans le thème de la couture. Néanmoins, si c'est quelque chose que vous aimez, peut-être que vous trouverez votre bonheur sur ce thème-là. Ensuite, j'ai lu un petit graphique, il s'agit de Funks de Sarah Harden, publié aux éditions 454, qui est une histoire vraiment toute douce, toute mignonne. Enfin, c'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt plein de petites scénettes qui reprennent des quotidiens, des instants de vie entre une vampire et un loup-garou. Et franchement, il y en avait certains qui étaient vraiment hyper drôles, d'autres un peu moins. Voilà, sur certaines pages, j'étais un peu en mode oui, bon, d'accord, ok. Et il y en a d'autres, c'était vraiment hilarant. J'ai beaucoup ri en lisant ce livre, mine de rien. J'ai adoré découvrir ces petites scénettes et je vous le recommande vivement si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'était vraiment super chouette. Et surtout, ça m'a permis de valider mon graphique pour le Romantasy Challenge de Nina Quill. Ma lecture suivante, elle aussi, s'inclut dans le challenge Romantasy de Nina Quill, tout comme c'était également le cas de la Reine des Ombres qui rentrait dans le Enemies to Lovers, même si ça n'est pas vraiment un. Ici, c'était trop chouette. Il s'agit de Court of Mist and Fury, le deuxième tome de la saga Akotar de Sarah J. Maas, que j'ai enfin lu. Alors je l'ai lu à la fois en audio en anglais sur Scribd, je l'ai lu en papier en VO et je l'ai lu en français sur ma liseuse. J'ai tout alterné, vraiment c'était trop chouette parce que moi j'adore, si vous le savez pas déjà, alterner les formats des livres que je lis et lire un livre sur plusieurs formats, dans plusieurs langues, tout ça en même temps. Franchement, c'est juste trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, je peux rester dans la même histoire tout le temps. À la fois le lire en papier, en anglais sur mon fauteuil de lecture, le lire en français sur ma liseuse le soir avant de me coucher dans le lit quand je suis plus trop concentrée et que je peux plus trop lire en anglais. Et en plus, avec la liseuse, c'est hyper confortable pour lire dans le lit. Et l'écouter en livre audio lorsque je vide mon lave-vaisselle, que je passe l'aspirateur ou ce genre de choses. Bref, c'était vraiment trop chouette de pouvoir être tout le temps captivée par cette lecture qui était très captivante justement. Alors, je vais pas vous faire un résumé du deuxième tome parce que je risque de vous spoiler toute l'histoire, mais du coup, dans l'univers d'Akotar, si vous ne le savez pas déjà, on suit Fair qui est une jeune humaine qui vit un petit peu dans la pauvreté avec sa famille et qui du coup chasse pour survivre jusqu'au jour où elle va tuer un faé sous forme animale. Elle va devoir payer de la vie de ce faé par la sienne en se rentrant à la cour du printemps où elle sera prisonnière. Et Fair va clairement se rapprocher grandement de Tamlin, le prince de la cour du printemps, jusqu'au moment où elle va se rendre compte qu'il y a une grosse menace qui règne et qui pèse sur la tête de toutes ces faées, et essayer de faire en sorte de les sauver, tout simplement.
j'ai pas aimé le premier tome d'Agotar, si vous me suivez, vous le savez déjà. J'ai trouvé que c'était une lecture qui était trop lente, qui mettait trop de temps à arriver. Je n'aimais pas du tout le couple principal. Je n'aimais pas du tout la romance. J'arrivais pas à y accrocher. Je trouvais que les actions de Fer étaient complètement illogiques et insensées venant d'une simple humaine. Et pourtant, dans A Court of Mist and Fury, tout change, mais vraiment tout change. J'ai eu le sentiment en lisant ce deuxième tome que le premier était juste une grosse introduction à ce deuxième tome et que en fait l'histoire commençait maintenant. Franchement, j'étais vraiment ravie de pouvoir découvrir cette histoire enfin, de vous avoir écouté quand vous m'avez dit que finalement en fait il fallait vraiment que je lise le deuxième tome parce qu'il était bien meilleur que le premier. C'est vraiment le cas, ce n'est pas un coup de cœur parce qu'au regard de ce que j'ai pu lire autrement de Sarah J. Maas, j'ai pas pu m'empêcher de comparer à certains moments et clairement, et même si j'ai complètement tout adoré, j'ai tout aimé du début à la fin, j'ai pas vibré comme ça a été le cas pour Crescent City, donc je peux pas considérer que c'est un coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture et franchement je suis trop contente d'avoir lu ce livre. Pour ce qui est des passages sexuels explicites, puisqu'il y en a, ce n'est pas du young adulte même s'il est très mal classé, je trouve que quand même ça va. Je m'attendais à pire parce que voilà, ça fait grosse polémique et tout, parce que forcément il est mal classé dans les rayons, mais à part ça, moi je trouve que ça va en fait. J'ai lu bien pire et bien plus intense que ça, franchement y a pas de quoi en faire tout un foin. J'ai toujours un petit peu de mal aussi avec ce genre de scène complètement évincée alors que tout le reste est complètement décrit à côté. Pour moi, soit on évince tout, soit on décrit tout, mais on fait un choix à un moment donné. Et c'est vrai que faire le choix de tout décrire en profondeur et puis en fait non, il ferme la porte, voilà, c'est fini. Ah, il s'est réveillé le lendemain matin, tout va bien, machin, un peu courbaturé. Non, ça me dérange toujours un petit peu, mais en même temps, j'ai pas non plus besoin d'avoir des détails très explicites de tout ce qu'ils font. Voilà, il faut trouver une juste dose. C'est vrai que Sarah J. Maas a tendance à détailler beaucoup, mais il y a relativement peu de scènes finalement dans ce tome 2. Je crois que c'est bien pire dans le tome 4, hein, clairement. On verra bien d'ici là, mais franchement j'ai vraiment passé un très bon moment. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, beaucoup de retournements de situation, des personnages en veux-tu en voilà. Les personnages qui étaient déjà présents avant sont bien mieux décrits, bien mieux mis en avant aussi, et il y a de nouveaux personnages qui apparaissent sur le devant de la scène, on découvre de nouveaux lieux également. Enfin franchement c'était juste trop chouette et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je vous recommande vivement de découvrir cette saga si ce n'est pas déjà fait. Bah je vais sûrement lire le tome 3 très prochainement je pense. Et pour répondre à la question qui revient tout le temps lorsque je montre ces livres, les couvertures magnifiques que je possède sont l'édition limitée de Illumicrate avec du coup les designs de Helen Chenart. En dessous je possède du coup le livre Bloomsbury dans l'édition originale. Comme toujours dans ces vidéos, j'aime bien vous parler de mes lectures en cours, en tout cas de mes lectures commencées au cours du mois de mars et que je finirai du coup en avril. Ma première lecture en cours c'est Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, publié chez Gulfstream. Franchement c'est une superbe lecture, j'en ai lu un tiers pour le moment à peu près et j'adore. Ici on suit une histoire assez rocambolesque dans l'univers du cirque, ou en tout cas qui démarre dans l'univers du cirque et qui nous amène dans différents univers de magie, dans différents types de magie. Franchement c'est vraiment super chouette. L'histoire commence un jour lors d'une représentation du cirque où certains enfants vont se faire enlever, dont Dea, la fille d'un des magiciens qui travaille dans ce cirque. Et du coup certaines personnes vont décider de partir à la recherche de ces enfants en particulier, dont Ernest justement qui vient de perdre sa fille et va essayer de tout faire pour la retrouver. Et ils vont être embarqués dans différents univers à travers différents types de magie. C'est vraiment un truc de fou, c'est juste trop bien fait, il y a énormément de retournements de situation, beaucoup d'aventures différentes. Vraiment, c'est super chouette, on est embarqué dans tous les sens du début à la fin, mais il faut être vraiment bien concentré sur sa lecture parce que si on en perd le fil, on risque finalement de ne plus suivre ce qui se passe parce que vraiment les personnages partent dans tous les sens, vivent 36 000 choses et il faut pas perdre le fil pour bien suivre cette histoire. Mais voilà, je passe un excellent moment en le lisant, même si ça fait 2 jours que je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai fini à Comaf et j'étais clairement incapable de lire autre chose pendant ce temps-là. Ma deuxième lecture en cours, parce que vous le savez sûrement, j'aime beaucoup enchaîner les lectures, mais surtout faire en sorte d'en lire toujours une ou deux en même temps. Et ma deuxième lecture en cours, c'est Dans la Cité électrique, le premier tome, Le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress, publié chez Gallimard Jeunesse, qui est une histoire vraiment super chouette. Alors bon, ok, je dis ça, mais j'ai lu que 15% du roman, mais pour l'instant, ça me captive complètement. Ici, c'est un roman jeunesse conseillé à partir de 10 ans qui se passe à Londres en 1899 où on va suivre des enfants qui reçoivent un jour une lettre bien particulière, assez énigmatique, qui leur demande de se rendre à un moment bien précis de l'autre côté d'un miroir pour traverser le miroir et découvrir l'ondonium.
où ils auront une mission à accomplir. Et Londonium, c'est vraiment un monde parallèle où l'électricité est une arme et où la lumière permet de créer des illusions optiques vraiment fantastiques. Et franchement, c'est trop chouette. En tout cas, pour le moment, c'est hyper captivant et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à le lire et de découvrir la suite de cette histoire. Clairement, ça se lit tout seul, je passe un excellent moment à le lire et je vous le recommande vivement, même si je l'ai pas fini, parce que je pense que ça pourrait plaire à énormément de personnes. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir certains de ces livres. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!